shared. Vous allez voir, il y a du rigolo pour la suite aussi. Du un peu plus léger, un peu plus what the fuck. Moi, je reste sur ma partie un peu client-side et pas orienté bug bounty, mais presque. Avec Nest.js, qui est un framework client/back presque incontournable maintenant dans l'univers du JavaScript. Et j'avais voulu en fait enchaîner un peu une petite série sympa. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais posé la question comment taper en fait du Next.js directement, ou en tout cas quel genre de truc on devrait pouvoir s'amuser à vérifier. Et il y a des petits trucs sympas à regarder sur Next.js, notamment AssetNote qui ont fait 2 posts super intéressants, dont le dernier en date qui est je crois pas que c'est le dernier d'ailleurs, mais le Digging for SSRF in Next.js Apps, après c'est AssetNote, donc c'est toujours des masterclass de ouf, où en fait ils vont aller taper la primitive normale, qui est assez connue dans Next.js, qui était le convertisseur d'image avec l'URL derrière. Et ils se sont dit, est-ce qu'on peut essayer d'aller faire un peu plus que ce qu'il y avait en fait déjà trouvé avec Sam Curry et l'autre qui avait été posté il y a pas si longtemps, enfin qui a plutôt longtemps maintenant. Ça fait 2 fois que tu me brain en un stream. À nouveau, je me dis putain, mais celui-là, j'ai l'impression qu'on la couve. Ah Alors, oui, non, ils reprennent une recherche passée déjà de c'est ça, AssetNote pour aller encore plus loin. exactement. 2 fois. Ouais. Et en fait, ils se sont dit, tiens, on va le prendre celui-là et on va voir si on n'a pas raté quelque chose en fait, parce que le rendering de PX qui était à la base de ce truc-là, c'était juste vraiment sur de la full gestion, et en fait, ça a été complètement mitigé en faisant du whitelisting de domaine et en permettant ou pas l'utilisation de SVG, donc complètement débloqué et désarmé. Mais AssetNote, ils sont connus pour try harder, dig deeper. Et ils ont fait de la revue de code de ouf. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le framework en fait utilisait des primitives assez intéressantes, notamment pour orienter en fait les redirections et les routes de pages virtuelles, parce que tu as les concepts en fait de server-side génération et server-side rendering. Et pour ça, en fait, tu peux pas t'amuser à directement aller taper un fichier en local, ce qui est possible, ils permettent aussi de le faire, mais tu vas pouvoir aussi tout simplement dire, je veux aller récupérer cette ressource, et en fonction de si c'était un truc que tu as flagué en SSR ou en SSG, ou si c'est un fichier local, il va aller faire le routing correctement, mais pour ça, il va utiliser certains headers spécifiques. Et après, le read est assez long, hein, on peut le voir là. Mais typiquement, ils se sont rendus compte que quand les planètes sont alignées, on peut se permettre, je vais descendre tout de suite en bas, on va pouvoir en fait s'amuser à... Ouf, il est où s'amuser à... Il est où L'extraction, le petit Ouais, header. exactement. Sur le screenshot, tu l'avais. Merci, il est là. Ligne 5. Merci. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le Next Action était un guide assez intéressant qui peuvent être contrôlés. Et grâce à ça, en fakeant en fait le bon ID et compagnie, ils peuvent s'amuser en fait à faire du SSRF directement. Parce que ça va tomber au bon endroit, à la bonne route. La route, elle va pas être générée, ou en tout cas, elle va être confuse avec ce que tu vas lui avoir entré. Et ça donne d'un truc qui avait été complètement mitigé, passer sur au lieu d'avoir une route qui était très statique via l'HTTP request, en fait, ils vont utiliser la surcouche que fournit Next.js pour en fait s'amuser à les taper à côté. Et, Est-ce que ça sonnerait pas un peu black box security, du genre il y avait une faille, donc on a changé le mécanisme, on a harden un peu, mais on a juste déplacé le problème dans un niveau d'abstraction plus loin. non, En parce fait, qu'en fait, c'est pas la même.
c'est pas la même, c'est le même concept, mais c'est pas la même. Et c'est ça qui est génial. Ok. C'est Ok, juste, ils c'est se sont dit, vraiment. on a trouvé une SSRF, c'est obligé qu'il y en a une autre, on va chercher. Mais c'est absolument pas lié aux images à proprement parler. C'est rigolo parce que pour le coup, c'est même. Enfin, c'est souvent on Parce a que de la c'est SSRF par IP, port, pass et tout. Mais là, le fait que ce soit une SSRF par numéro d'inode. Enfin, pas d'inode, mais identifiant de ressources un peu custom. Ça fait un ouais, peu comme AEM finalement. en fait, c'est un peu plus compliqué, mais c'est typiquement demander un composant qui n'est pas là, mais qui et le remplace. Enfin bref, c'est une très bonne lecture. Et ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que au niveau version, ce truc-là a été fixé en version 14. On est en 15 quelque chose à l'heure actuelle. Donc c'est surfait, etc. Mais tombe encore sur du 9, sur du 10, sur du 12 Mm, mm, mm. qui se balade. Et donc c'est toujours intéressant à savoir que ça existe sur Next.js et compagnie. Donc ça c'était un peu la vraie bible Next.js jusqu'à ce que je découvre notre ami Rachid A qui est connu aussi sous le nom de Zero Web Security. Et notre ami Zero a quelques recherches sous son épaule, et la majeure partie a été faite il n'y a pas si longtemps. Oui, il est français, effectivement. Et il a fait en décembre 2024, il a posté en fait sa première recherche qui est donc orientée cache poisoning, et il a fait: j'ai un peu de temps à perdre, je vais aller faire de la code revue sur Next.js. Et bah, il a bien fait parce que c'est une pépite ce qu'il a sorti. Il a bossé en fait sur plusieurs vulnérabilités, et la première en fait qu'il a regardé, c'était euh, le prefetching du server side en fait. Et il s'est rendu compte que complètement par hasard, en s'amusant avec les différents headers que Next.js customisé avait dans son code source, il s'est rendu compte qu'en fait quand le middleware était là, il pouvait override en fait le contenu. Et ben, parce que Next.js a une gestion du cache assez pas drastique mais précise vis-à-vis du si tu fais du server-side generation ou si tu fais du server-side rendering, bah en fait il s'est rendu compte que il peut faire foutre de la merde en fait avec du cache poisoning tout simple, en disant que donc c'est sa première vulnérabilité. En gros, en envoyant une certaine requête, n'importe quel site Next.js va montrer en fait Ah oui, ok, il la avait un data ressource. C'est ça, auto-affiche un JSON vide, c'est plus mise ça. en cache. Et ça, Aïe. en fait, c'est mis en cache par défaut. Enfin, dans la page qui décide par défaut. Et donc derrière, bah, c'est sa première CVE par rapport à Next.js, et il s'est amusé un peu à spray ça sur du bug bounty. Donc on voit un peu son Spray un palmarès. DOS. Ça marche, hein, mais Ah, mais moi le qui viens du monde cache, du pentest, spray un DOS. c'est Bon, après, pas un t'es un dosh. buster. T'es un C'est buster. pas un DOS, c'est un cache poisoning denial of service. C'est pas un vrai DOS, c'est Ben, un j'ai pas dit DOS, un je suis DDoS, d'accord. c'est un On est DOS. d'accord, mais c'est quand même assez intéressant parce que c'est pas on n'est pas en train d'atteindre on n'attaque pas la structure de l'infrastructure comme la majorité des programmes malheureusement et des triageurs pensent qu'on est en train de faire quand on met le mot denial of service quand on envoie un rapport. Franchement, si, pas directement, mais si le truc il se met à te répondre un truc pas valide, tout le monde va tomber en échec. Et d'un coup, si t'as 6 millions de downloads par Wix qui se mettent à être Je en suis échec et à d'accord. while true retry, Je suis l'infra d'accord, mais est... ça reste de l'application level. C'est plus, c'est pas de, je suis pas en train de diminuer Moi, je des parlais pas de ressources. DDoS, Je juste un sais, DOS. Ouais. mais un DDoS, c'est juste qu'il est distribué. Mais la majorité des gens considèrent que le denial of service, c'est vraiment par rapport au réseau, enfin la consommation du réseau ou des ressources. Alors que là, en fait, on est juste, on attaque en fait la couche Ah, ça, applicative. ça atteint la disponibilité. On Mais tient ok, pas la ok, ok, disponibilité, on peut être pointilleux sur le langage, mais je vois ce que tu veux dire. mais je suis pas en train de détruire le serveur. C'est ça que je suis en train de dire. Et c'est là la nuance en fait entre Pas le. encore, vraiment, si tout le monde se met à while true retry, il va quand même mourir le serveur. Ouais. En tout cas, ça c'est
sa première en fait tentative à lecture, il a vu que c'était plutôt sympa vis-à-vis des retours des programmes qui lui ont filé des belles lentilles entre 2 et 5K. Et il a commencé à creuser un peu plus. Un des trucs les plus intéressants avec Next.js, c'est que tu as en fait la possibilité d'utiliser ou de partir sur des composants côté serveur. Et un peu dans le même style que qu'on avait vu tout à l'heure, tu vas pouvoir en fait demander la version, je vais pas dire non obfusquée parce que c'est pas de l'obfuscation, mais la version un peu raw, brute du composant versus la version qui est affichée ou rendered par l'application. Et donc, Ouais. tout ça, en fait, tu peux le récupérer avec un header RSC, donc pour React Component Server Side. Quand tu mets quand tu mets ce tag, en fait, il obtient en réponse Ça dump l'objet. la version brute en fait du composant et pas la Ouais, version ça dump rendered en l'objet et fait. pas le rendered. C'est ça. Littéralement un JSON dump de ton objet. Et donc même principe, il s'amuse en fait à utiliser et à regarder un peu s'il peut essayer de switch parce que c'est un post donc il switch en get, il switch un peu les différentes méthodes. Est-ce que s'il rajoute l'header dans le paramètre, enfin, dans la query paramètre, etc. Et il arrive en fait à se rendre compte que le RSC header en fait était dans le vary et que ça veut dire que de temps en temps et en fonction du CDN que le programme avait posé en face, il avait ou pas un cache miss, un cache hit, etc. Et donc en fait il s'est amusé à faire toute une pléthore de tests, Akamai, Cloudflare, etc. Et pour finir, pour se demander en fait si c'était exploitable ou pas. Et spoiler alert, ça l'est. Et en fonction en fait de comment il place le paramètre dans la query ou pas, etc., il se retrouve pareil à faire un cache poison DOS et se retrouver en fait avec ça au lieu d'avoir le site de commerce ou le site de machin en face. C'est Donc terrible. J'espère vraiment rebelote, qu'il y a des cache busters parce que. rebelote, cache poisoning qui pète un peu partout, etc. Il se fait plaisir, il a une CVE 7.5 aussi, et, et c'est plutôt sympa. Pareil, toujours carré, il va avoir le framework aussi, il y a toujours le truc en parallèle avec Vercel et compagnie, mais voilà, il en profite aussi parce qu'il se spray aussi. Et encore une fois, en- en- Another day, another header. exactement, en diguant en fait un peu plus, il se rend compte que bah c'est pas c'est le seul header qui fait des trucs bizarres avec les caches. Et rebelote. Il se trouve en fait un troisième qui a un autre path de trucs en utilisant un peu une erreur, le retour de l'erreur, etc. Et bah tu sais quoi, serveur erreur, il peut Ouais, l'exploiter en pour le version cache. cache poisoning et compagnie, et c'est rebelote. Ça m'angoisse parce que moi je maintiens un tool qui teste plein de headers et je me dis que si un jour quelqu'un fait une PR en disant tiens voilà des beaux headers, je vais me dire bah oui écoute ma foi des headers on va les ajouter et puis ensuite je pense au petit junior qui va lancer le tool, il y aura du next en face, juste ça va down le serveur de prod, il va dire jusqu'à juste des headers, c'est Ah, terrible, ah, c'est terrible, on a déjà fait ça, t'inquiète. c'est-à-dire ah oui vous l'avez ajouté dans la... Ah nice, XHTTP qui est CodeJump, le bébé de qui a CodeJump. été présenté en stream Bah, ouais, de reprise, n'hésite pas on peut remettre exactement. une couche, ça a dû beaucoup évoluer depuis. Bah, en fait, il a fait la version 1.7.3 il n'y a pas si longtemps, mais c'est plus pour par rapport à des besoins qu'il avait eu en pentest spécifique. C'était de la randomisation en fait de temps de latence, etc. Donc pour pas avoir un truc qui burst toutes les requêtes. Mais Ouais, il y a les requêtes de enfin il y a les headers de Next.js dedans, avec du cache parfait. bustering à chaque fois, etc. Donc on a fait en sorte d'avoir un truc assez correct. Donc lui il a rajouté les humans là, il n'y a pas si longtemps, qui lui permettent de faire un time slip. Il y a plein de trucs qui vont encore se rajouter. On bosse là-dessus avec Il y a quoi? Il y a d'autres. Niche, il y a toi, il y a Elwet qui était dessus, il me semble de mémoire, mais même pas sûr. Code Ouais, Jump. c'est ça. C'est en gros, on s'amuse dès qu'on C'est qui les voit. autres?
Les deux derniers? Il y a Phantom et Noob Ah, Noobet. il n'y a plus Alouette du coup? Ou c'était en premier? Non, non, c'était non, il y Ah, il me avait semblait. Il me Alouette, il semblait. l'avait pas. Ah, ou alors peut-être au tout début. Mais Ça, en ça tout serait cas, ouais, affiché c'est sinon. toujours ça. Ouais. En tout cas, voilà, dès qu'il y a une nouvelle recherche ou un truc comme ça, en général, il rajoute sa pléthore de keywords et de headers à rajouter et ils font partie de ceux-là, t'inquiète pas. Ça fait plaisir de voir l'outil qui monte. Bientôt 500 Ouais. stars. Nice. Ouais. Après, la prochaine étape, là, c'est passer sur un Spypy et avoir enfin un package. N'hésitez pas à piocher celui de Bypass URL Parser, ça a été fait par un pote slash collègue, ancien collègue de ManoMano. Petit truc quali, moi j'ai fait clic bouton et ça y est, c'est release tout propre. Oh, clairement. Après, là, c'est plus l'ego du codeur qui veut un truc clean avant de passer un pipeline. Mais ouais. Non, clairement. De toute façon, ça fait le taf, hein, comme on disait tout à l'heure. Tant que ça fait le taf, c'est bon. Et ben, en décembre, il a gagné pas mal d'argent, cet ami. Comme tu peux le constater avec la timeline qu'il a fait, il a commencé en mai. Il a eu pas mal de back and forth avec Vercel, il a eu des CVE et Ça veut rien dire enfin, ça. ouais, je sais, Moi, mais il y a des timelines avec des bugs validés et tout, mais il n'y a pas forcément de bounty derrière. ah non, bah là, ce qu'il a Non, mais en montré, effet, c'est vrai qu'il a dit c'est au pas Hugo. que Vercel qui lui a filé, hein, il a spray le truc, il a vu le truc venir, hein, et là, c'est juste un petit délire. Par exemple, il a 2000 sur celui-là, mais tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a moyen, il s'est fait facile 10 000, 20 000 rien qu'avec ses cash poisoning. Et ça, c'était donc. J'ai vraiment le même en tête, tu sais, le nice, happy for you, cool. Bah écoute, ça c'était le truc qu'il a posté en décembre et déjà c'était pas mal parce que quand tu regardes le. Alors. Ouais, sauf qu'il en a remis une couche un peu plus tard et. Voilà, tu vois, il a fait plusieurs reports et compagnie. Ce que je veux Ouais, après pour chercher, DDoS, il c'est. y en a un paquet où il a dû se faire juste cracher dessus et closer instant. Hein. Bah Je sais après, pas à quel point, je serais ah, curieux de ah, regarder le profil parce que quand tu peux avoir du reward, mais il va quand même avoir un signal bas parce qu'il y a des programmes qui vont te cracher dessus du genre. ouais, mais après, t'as aussi la réputation. Lui, il a gagné sa réputation en cash poisoning avec ses recherches et compagnie. Donc, il y a aussi ça. Et le problème aussi, et je pense qu'il y a un tweet récent de lui où il fait bon, bah, il vient d'expliquer encore au énième triageur, au énième analyste de HackerOne comment un cash poisoning marche, fonctionne. Tu vois. C'est un peu énervant quand tu sais que il y a une vulnérabilité et que le gars il fait bah non, mange pas ton truc. Ouais, non, mais classique. Après, bon, il y a des cas de cache poisoning, des syncs et tout qui sont vraiment durs à recheck. Mais bon, je suis d'accord que souvent on râle. Bah le check est attends, je lance le script qui fait le while true pour faire le cache poisoning. Va sur ce site là. Ah ça marche pas, attends, je vais essayer. Non mais ça marche pas, c'est normal, c'est moi. Donc c'est aussi. Ok, my bad. En effet, il y a de quoi vraiment râler. Voilà. Donc notre ami repu de ses rapports BBP, c'est un peu si je me fais un peu chier et si je repartais un peu en mode dig dans la code source de Next.js, je pense qu'il y a peut-être deux trucs. Donc il y a I grab my pickaxe once more and delve back in the depths of this source code. Nice. Donc Sorcereur. c'est ça. Euh, et bah, en fait, il a dig et il a trouvé hein, d'autres pépites, encore une fois. Euh, sa veine, c'est clairement du cache poisoning. Donc il est parti encore une fois sur l'exploitation. Et cette fois, en fait, il est parti plutôt sur la partie comment sont gérées les différentes méthodes et propriétés en fait de la gestion de la génération de pages statiques ou la génération server-side en fait du rendering. Et donc il s'est amusé, enfin il s'est amusé. Il a un peu regardé toutes les fonctions et notamment en fait il s'est demandé est-ce que je pourrais pas polluer en fait avant que le truc soit généré et caché avec ce C'est que je tous voudrais. demandé ça. Est-ce qu'on pourrait pas server-side rendering, en vrai. Est-ce qu'on Voilà. pourrait pas faire render nos trucs?
Et donc il s'est amusé un peu à regarder un peu le code source, qu'est-ce qu'il pouvait faire, etc. Et un des concepts de Next.js, c'est que en fait, pour chaque SSG ou SSR propre, tu as ce qu'on appelle un build ID qui va déterminer en fait l'acquis du cache, ou en tout cas pas du c'est pas un cache à proprement parler, mais le store en fait qui va contenir en fait tous les différents les différentes pages qui sont contenues, et notamment en fait le dernier post qu'on a vu le RSC avec les données en brut, des composants, etc. Donc ça c'est en fait c'est préfixé entre guillemets par le build ID. Et dès qu'il y a un changement dans la page derrière, il y a un nouveau build ID, etc. Donc c'est souvent en fait très intéressant de partir parce que tu as une page qui va être présente directement dans Next.js, qui va être créée virtuellement via une virtual route ou autre chose, mais qui va être une page qui va avoir un nom targeted page, par exemple ici. Tu sais que toutes les données qui sont générées, rendered, etc. pour cette page-là, tu peux aussi les obtenir via cette URL là. Ok. Et donc en fait, une page qui va avoir une certaine logique contextuelle, conditionnelle de ça tu ne l'affiches pas et ça tu l'affiches, et parce que c'est du rendering, il va pas contenir cette information là. En général, quand tu passes par le data build ID, tu vas avoir toutes les infos. Un peu comme j'ai le code source entier et pas juste le délire. Mhm. Et quand il voit en fait la différence entre les deux, et encore une fois, des super headers qui arrivent, il se rend compte en fait que il va pouvoir utiliser des combinaisons de headers et de paramètres pour pouvoir influencer ce que la page va lui rendre. Et encore une fois, dans certains cas précis, le truc est caché. Donc rebelote, on a en fait il faut lire l'article parce qu'il explique vraiment les combinaisons qu'il a testées, les différents trucs et tout. Le résultat, c'est que il arrive à faire encore un denial of service avec les différentes combinaisons qu'il a trouvées. Sauf que là, il y a un petit bémol qui est en Petit fait, twist. ouais, c'est que pour les Next.js, en fait, vu qu'on parle de serveurs de SSG et de SSR, il n'y a pas Redis juste grand. SSR, Server-Side Rendering, mais Ouais. SSG, tu l'as dit tout à l'heure et j'ai plus Static le. Site Generation. Generation, ok. Ok. Ouais. Ouais, t'inquiète. Tu peux. Static Site Generation. Et donc le Vercel, pardon, parce qu'il y a ce côté server-side, tous les serveurs qui hostent en fait ne sont pas forcément compliant compatibles avec cette gestion-là, sauf si tu rajoutes les composants qu'il faut pour que ça soit fait. Typiquement un backstore, un backend qui va storer les trucs, etc. Et Vercel te le fait par défaut, et bon, forcément c'est leur bébé, donc ils te disent si tu veux faire du server-side SSG, on le gère par défaut, on est compatible, etc. Tu peux l'activer chez nous. Mais parce que c'est chez eux, tu peux pas. C'est là le twist, c'est que quand c'est hosté par Vercel, ils font ce qu'il faut que ça soit pas caché correctement, enfin que ça soit pas caché, etc. Donc le bug, enfin en tout cas le premier bug qu'il a trouvé, n'est possible que si les paramètres ne sont pas des clés de cache Mhm. et que c'est pas hosté par Vercel. Bon, Autant, après, c'est de la misconfig. Enfin, c'est pas de la misconfig, c'est juste de la disparité de config sur c'est différentes ça. infras. Et C'est le pas, ils ont truc, protégé que leurs clients. ouais, mais quand même. Oh, Pour le coup, la feature, elle est vraiment, j'ai pas envie de dire vendor lock, mais il y a très peu de serveurs hosting qui permettent de le faire par défaut. ok. Et donc l'idée, c'est que si tu arrives à trouver un truc où où tu n'as pas la cache key que c'est pas hosté par Evercell, bah en fait, tu vas pouvoir avoir ton cache poisoning là-dessus. Il a forcément toujours mis quite few nice bounties via SysVector, donc ça a marché très très bien. Et il s'est dit bah, pourquoi pas vous diguer encore plus. Et donc il est parti voir du côté SSG. Et il y a à peu près le même mécanisme, sauf que il s'est rendu compte que le cache était dynamique pour le coup. Et donc
encore une fois, il s'est retrouvé à essayer de trouver la bonne combinaison où c'était dynamique, mais t'as plus ce private no cache qui vient foutre la merde et qui t'empêcherait en fait de placer un stale, enfin une page qui serait un peu entre les deux et qui nécessiterait d'être revalidée. Mais bien sûr, tu fais en sorte qu'il ne le soit pas. Et il trouve. Et c'est via le Now Route Matches. Et quand il fait ce truc-là, en fait, avec ce header-là, il a la bonne combinaison de cache control. Est-ce que c'est des combinaisons de paramètres get plus méthode plus machin? Parce que juste sinon, tu fais l'install de ton framework, tu greppes l'intégralité des mots-clés ou des trucs qui ressemblent à header, tu lui mets quelques valeurs un peu custom qui ont des chances de marcher, tu détectes les outputs. En soi, ça pourrait s'automatiser à grosse échelle, ça, quand même. Alors tu peux le faire, mais là en fait c'est vraiment le deep dive en fait il vient de cette branche-là en fait, parce que spécifiquement pour le server-side static generation, en fait t'as le fallback ou pas, et c'est ce truc-là qui va justement, parce qu'il est, il y a pas de fallback justement et il inclut en fait l'URL dans le header, que pardon, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette Ouais. section-là, et il n'y a pas le fallback, et donc en fait ça utilise le route match. Et Ok. quand il y a ça, ça active Ouais, mais je veux dire, le machin. juste en général d'avoir des custom par framework en faisant un peu de fuzzing, en vrai, ça pourrait se trouver. C'est juste Ah, qu'on tu fuzz pas pourrais, assez, mais je après trouve. il faudrait reverse engineer le pourquoi ça a planté et pas machin. Enfin bref, et en plus tout ce qui est cache c'est super Ça compliqué se à automatiser. fait, ça se Ça fait. se fait, ça se fait. Je suis Ah pas, ouais. je dis pas non. Mais bon, faut C'est prendre une le des temps de le raisons, faire, du coup. c'est une des raisons pour laquelle le ex-HTTP aussi a été là, et HTTP Garden et tous les super trucs intéressants qui permettent C'est vrai. justement de sandboxer un peu tout ça et de pouvoir tester tout ça. Je vais juste accélérer un poil, mais typiquement, comme je l'ai dit au début, c'est un maestro du cache poisoning, et donc en fait il a trouvé une autre cache poisoning en plus du premier, qui permet donc d'utiliser le SSG cette fois-ci, et il a escaladé en rajoutant en fait, quand tu fais du cache poisoning, t'as pas forcément beaucoup de façons d'escalader, mais la store d'XSS est devenue très tentante, et il a réussi à la placer. Et donc Nice. le test qu'il a fait, c'est rapidement tourné en tant que store d'XSS. Donc imagine une store d'XSS que tu peux caler n'importe où en Sur fonction n'importe du. quel Next.js, ça fait plaisir, hein. C'est ça, La framework wide XSS. c'est ça. Mais Et donc après, là où c'est encore plus next game, c'est quand il dit, écoutez, j'ai une XSS, mais avec, on peut set plein de cookies, donc on peut quand même avoir du DOS, vous en faites pas. non mais C'est c'est le roi top. du DOS. Il peut faire XSS to DOS. Ouais, cache bombe, c'est parti. Cookie bomb, pardon, pas cache bombe. Et donc en fait, celle-là, il l'a un peu spray beaucoup partout. Il s'est fait beaucoup de dollars. Nice. Et, Ok, euh, et donc en fait, là où je voulais aussi arriver, c'est qu'en fait, les prérequis sont être entre ces deux versions-là, utiliser le paging, le routing des pages, comparé aux pages virtuelles et pages statiques, et ne pas avoir en fait un rendering en fait des routes dynamiques. Donc en fait, si tu ouais, faut vois, pouvoir read le code pass. ouais, si tu vois ça, c'est bien. Si tu vois les trucs entre crochets, c'est pas bien. En tout cas, ça marchera pas. Et Ok. encore une fois, le fait que si tu es sur Vercel, tu seras pas affecté. Et donc, en fait, les trois trucs à checker, c'est est-ce que tu es en direct et pas en rendered, server-side rendered, la bonne Version, ouais, le versionning, flag. et le routing, c'est ça. Si tu as ces Yes. trois-là, tu peux taper un store d'XSS avec des cache poisoning, etc. et passer à la caisse. Royal. Euh, Next one. Je t'avoue que si on arrive à terminer avant minuit, je suis preneur. Ah bah Euh, j'ai je fini, pense qu'on aura. j'ai fini juste le dernier sur Next, parce qu'en fait, comme on a pu le constater, on a beaucoup de routes qui sont cachées via le mécanisme de build que j'ai à peu près expliqué tout à l'heure. Et donc Next.js a des fichiers
par défaut. Et un d'entre eux, c'est le build manifest qui va contenir en fait toutes les routes. Donc là où des gens vont s'amuser à fuff tout le délire avec les différents passes et compagnie, en fait, Next.js te fait le taf pour toi directement. Parce qu'en fait, en général, il a besoin de tenir un inventaire de toutes ces routes, que ça soit virtuel ou pas. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit, bah tiens, je vais créer un tool qui va aller chercher le build ID, récupérer le bon build manifest et exposer toutes les routes qui sont définies par l'application. Et quand je dis toutes les routes, c'est vraiment toutes les routes. Ouais, c'est beau. Après, bon, c'est toutes les routes par l'application Next.js, vous limitez pas à ça sur votre scan d'infra non plus, hein. Il y a un reverse Non, non, proxy, clairement pas. il y a des Clairement trucs pas. des fois plus ou moins ratés. Mais N'importe les technos. pour donner un C'est exemple cool. sur ce truc-là, j'ai pas utilisé 5Q Next pour le coup, j'ai utilisé la Burp AI complètement par hasard parce que j'ai essayé la fonctionnalité. Et le truc a décidé d'aller taper justement ce build manifest. Il m'a trouvé un pass que j'avais pas fait, enfin que j'avais pas trouvé avec mon truc. Et il a déroulé en fait le JS. Il m'a trouvé 2 autres passes et j'ai eu PII leak sur mon grâce à ça. Parce que j'avais pas trouvé l'endpoint et quand je vais sur l'endpoint, le truc était pas protégé. Et ça me fait des emails, des noms, des dates de naissance, etc. On aime. Petit bounty. Ouais, 3K, sympa. Oh, ma foi. Merci BurpAI. Ouais, c'est ça en plus. Je cherchais même pas le bug. Ça fait toujours plaisir. Ouais, 5 minutes. Ok, belle. Et du coup, il n'y a pas de précondition, genre c'est tout le temps exposé ou c'est souvent non présent Ah non, il n'y a pas de. Normalement, par défaut. Alors, le build Par manifest. défaut, ça expose toutes les routes. Point. Bah ouais, parce qu'en fait, Bordel. il est obligé de tenir un inventaire des routes. Ouais. Ouais, mais il pourrait le tenir sans l'exposer. Enfin. Bah. Oui, non, ok, je vois ce que tu veux dire. Il a besoin des routes du front-end pour savoir comment communiquer avec le back-end, faire du live reload et tout. Oublie pas que c'est un framework front-end. C'est un Oui. framework front-end, donc il est obligé d'avoir tout à disposition. Ouais, c'est les routes pour l'interaction back. C'est pas. Ok, ok. Faire. Ben, on aime. On Bah va j'ai essayer fini. des migrations plus rapides. Ouais. Ça, c'était quoi ça, celui-là? Ça, c'était un truc que j'ai rajouté quand vous parliez. Quand tu parlais de la. De la. 1, 2, 3, 4. De ce que. Yes, we hack Bible sur l'XSS. One. Yes. Ok, et c'est aussi une espèce de gros, enfin une grande Et bible avec des récaps. ouais, c'est un article qui est vieux maintenant, mais qui est toujours aussi véritable Pertinent. et pertinent en fait, et qui indique un peu ce qu'on peut faire avec une XSS et comment on peut aller plus loin avec une XSS en fait. Donc Ouais, c'est c'est pas cool. juste à une attaque, mais comment tu peux aller taper une XSS en ayant de l'HTML ou enfin voilà, c'est vraiment C'est sûr qu'on ignore tous encore quelques bugs de cette liste-là ou qu'on n'y pense pas le c'est jour J ça, quand tu on vois, est là, en pentest. en haut t'as XSS, CSRF, c'est de Mm. base, et en fait il n'y a pas que ça, il y a les prototype pollution, tu peux t'amuser avec de la CSS injection et du XS leak qui est juste excellent mais que j'ai jamais touché parce que c'est tellement trop brain pour moi que pas. Non, il y a vraiment des trucs sympas. Et je le trouve très bien écrit et très complet. C'est à quoi je voulais rajouter au final. J'aime bien les deux types d'articles, les petits courts vraiment où tu vas avoir un truc bien percutant ou le grand où tu sais qu'on avait pris le temps d'écrire, d'en mettre des tonnes parce que celui-là, tu le gardes, tu l'as bookmark une fois, tu contrôles F dedans, tu retrouveras toujours tes petits. Exactement. Yeah. Et bah GG, je te pique l'écran. Vas-y. Et ouch, l'écran est désormais volé. Alors, vous allez voir, on va avoir pas mal de petits articles drôles, puis du utile, puis du what the fuck à la fin où j'ai failli me mettre en danger. Et vraiment, je pense que vous allez être nombreux à ne pas être au courant que la vie c'est si dangereux. Alors, on commence par un super article qui m'a littéralement clickbait. One click account takeover via XSS plus cookie exfiltration malgré HTTP only. Moi je me dis waouh, cool, un moyen de voler des cookies quand ils sont HTTP only. J'adore. Bon, globalement, c'est oui, given, on a une XSS, très bien, on a trouvé un endpoint où le cookie le reflétait en réponse. Waouh. C'est pas malgré le fait que le cookie soit. C'est juste vous avez volé un DOM. Enfin, ça marche, c'est bien, c'est valide, c'est un scénario qui fonctionne.
c'est pas ce que je suis venu lire en cliquant sur ce lien. Donc, voilà. YEL at the cloud. En revanche, il donne une petite payload, donc c'est bien pour voir comment on commence à faire de la XSS un peu plus poussé que juste le alerte pénis. Cependant, je suis tombé sur ce deuxième article, donc Zakhar Fedotkin, et qui pour le coup m'a régalé. Pour le coup, Sting HTTP only cookies with the cookie sandwich attack. Je me suis dit oui, mais ok. Sandwich attack, on connaît, c'est un by du ID plus de timing. Où est-ce qu'il veut nous emmener? Et en creusant un peu, c'est vachement plus sympa. Petit 1, ça parle d'un système de gestion des cookies à base de, on a du dollar mon nom de cookie, donc dollar version ici, et cette chose-là est compliant dans l'ancien système de gestion parsing stockage des cookies, mais une valeur interdite dans les nouveaux. Autre petite variation, il y a des parseurs qui sont foo égale bar et foo égale une apostrophe simple, une côte simple ou double, puis mon cookie. Et le fait de pouvoir créer un cookie valide, un deuxième, un troisième, qui le front va être valide, mais derrière, quand ils vont être parsés par le web server, il va sans le vouloir les restacker tous en une seule ligne, et le browser ne va comprendre que le second format, parce que Tomcat processe encore les anciens standards et Chrome il me semble plus, parce qu'il y a un moment il faut quand même avancer et changer de millénaire. Et du coup, il y a un super système où avec une XSS, on va pouvoir se débrouiller pour set cookie numéro 1, 2, 3, sauf que nous on veut voler le 2, donc on set 1, 3, donc avec un ordre alphabétique ou des numéros au début pour que ça se place bien par rapport au reste du texte. Et en arrivant à se placer au-dessus et en dessous, on fait sortir notre faux cookie, une fois reformaté par le serveur. Pour moi, c'est limite un abus de rendering ou pas de compression, de concaténation de tous les cookies en une seule chaîne de caractères. Bref, c'est un plaisir, c'est HTTP only, ça fait vraiment fuiter le cookie plutôt que de juste dire t'es dans la réponse en get. Donc voilà, j'aime bien l'idée, il donne vraiment un exemple, Real World, la petite XSS, le petit système de, vu que j'ai mon cookie qui reflète quelque part, on va se débrouiller pour nester un cookie nul reflect plus deux cookies, voilà. Un cookie qui n'est pas reflect mais qui n'est pas sensible, et deux cookies qu'on va placer là de manière plus ou moins malveillante, complètement malveillante, pour aller sandwicher, faire échouer le parsing et arriver à le sortir de son contexte. Donc, marche bien. Et puis il y a des belles couleurs pour comprendre un peu ce qui se passe, donc c'est cool. Donc c'est une vraie technique. Et vraiment, je suis tombé sur les deux articles coup sur coup, celui qui claim quelque chose et qui fait pas grand chose, et celui qui claim sans être putaclic et qui fait très très plaisir. Donc voilà, je connaissais pas cette RFC, je connaissais pas le fait qu'il y ait deux modes de cookie parsing, ni le fait que ce soit encore relativement répandu que de pouvoir exfiltrer ce genre de cookies protégés. Ça fait plaisir. Un petit troll par l'ami J-Voisin, serving a gzip bomb with Caddy. Petite explication que vous pouvez très facilement, en très peu de temps, faire un petit coup de DD pour copier 10 000 blocs de 1 giga, mais faire de la compression à la volée, donc on va clairement pas créer 10 Tera. Et ce fichier, qui va être très petit mais contenir que des zéros, quand il va se faire récupérer des gzip, il va buter un bot ou un quelque chose. Handle Trap. Petite explication, quand il y a quelqu'un qui va aller passer sur notre serveur, vouloir récupérer la ressource, nous on dit bien que le contenu c'est du HTML mais qu'il est gzip, et on va lui servir un fichier qui chez nous fait quelques kilos ou même pas, et chez eux va faire virtuellement 10 Tera. Donc leur déglinguer le visage. Donc ça marche bien, ça arrive à DOS différentes choses, et bien sûr les meilleurs pro tips, à savoir placer la page qui ne doit pas être crawlée soit sur le slash, soit la racine, soit directement la mettre dans le robots.txt, dans un forbidden.txt, dans un dir listing, histoire que les gens soient très tentés de cliquer dessus et crash. Ça marche très bien en contexte encoding, petite variante, n'hésitez pas à faire des favicons ou des icônes de site qui vont déclarer des tailles monstrueuses sans jamais faire cette taille. On parle d'un PNG de 4 pixels par 4 pixels mais qui claim avoir une taille de 4 millions par 4 millions. On peut faire des URL, on peut faire des headers ultra longs, on peut faire des while true redirect, n'hésitez pas. Moins de bots, plus d'humains. Reprenons internet. En vrai, j'aime bien les bots quand même. Celui-là, vous êtes pas prêt. En vrai, c'est trop mignon, c'est génial, mais vous êtes vraiment pas prêt. Alors, HTTP tap, petit logo tout mignon. On scrolle un peu. Qu'est-ce que ? On scrolle un peu.
HTTP TAP, ça permet de se baser, enfin d'aller lancer un tool et de tracer tous les échanges bas niveau fonctionnels. Ok, cool. Moi, j'aurais tendance à faire ça avec soit du T-Shark, soit du TCP dump, soit plus récemment du sysdig, en particulier avec une Chisel, un petit plugin de sysdig qui va gérer le réseau. C'est sensiblement le même output avec ou sans le contenu, avec ou sans les requêtes, DNS, HTTP et j'en passe. Ça marche pas mal. Ils expliquent globalement qu'il y a besoin d'être route, mais quand même, ils expliquent un peu plus bas que ça se repose. Kevitz. Cannot listen, you need access to DevNet ton. Bon, en vrai, il y a besoin d'être route, mais il faut quand même être route pour setup ça et donner les bons accès au début. Mais admettons. En tout cas, si ça peut tracer n'importe quel binaire, potentiellement, il y a moyen de devenir route. Mais c'est un autre problème. Toujours est-il, c'est relativement utile. On peut tracer des appels, get, HTTP, HTTPS, récupérer le contenu. À base de, ils expliquaient à un moment, je sais plus trop, kernel. Voilà, pour les parties un peu plus récentes, il va falloir désactiver un peu de confinement. Légitime, parce que si on pouvait juste tout écouter, HTTPS et tout ne servirait pas à grand chose. Donc l'outil est intéressant, à mon sens, il y a plus adapté pour faire ça. Mais, là où c'est génial, c'est incroyable. Bon, déjà, il y a une petite interface toute gentille, toute belle. Mais c'est ce qu'il y a à la toute fin. How it was made. Attention. HTTP TAP fait partie d'une expérience qui implique développer des technologies dans un contexte bouddhiste monasticisme. Ça a été développé au Monastic Academy, Vermont dans les US. On croit en un schedule monastique pour faire la pratique du bouddhisme spirituel et de manière plus générale aller proposer des idées, des développements, du technologique, etc. Il y a un système de fundraising, il y a un système de AI fellowship, il y a des events relativement réguliers. C'est des gens qui se regroupent dans un petit monastère pour aller faire de la grosse tech. Kiffer. Genre, c'est pas forcément mon délire, mais c'est trop rigolo. Voilà, moi ça me fait rire. Tant que ça... J'allais dire tant que ça finit pas en mode sec, mais en vrai, quand on regarde les développeurs kernel, ouais, voilà, comme tu dis. Non, c'est comme ça. Bref. Mais sacré délire, c'est limite, allons tous en famille dans un chalet pour développer du Pawn Browser. Nouveau jour, nouveau projet, Freya, ou Freya, je sais pas exactement. Il y a des petits schémas tout mignons, je ne connaissais pas, j'aimerais bien que ça marche dans le futur parce que ça a l'air d'être un packer, mais un peu plus orienté, juste une alternative finalement, en tout cas voulu simplifier au possible, à base de un petit fichier de config, du libvirt, du KVM pour faire de la virtualisation, qui appelle du QEMU, qui va faire du provisioning de VM. Jusque là, tout va bien. Le projet a l'air chouette, ça a l'air relativement intuitif, créer des VM, lister des VM, demander des infos, de l'usage de build, etc. Cool, il y a même un security MD pour pouvoir remonter des infos. Encore mieux, trop cool. Et puis ensuite on se rend compte que il y a 5 contributeurs, donc majoritairement, MDR il est partout, majoritairement 3 contributeurs, à savoir Iceman Green, Lil Doudou et... What? Ouais non ok, c'est juste que c'est pas un projet énorme pour l'instant. Mais en fait, je trouve ça quand même, l'approche est élégante, mais le fait que ça n'ait pas vraiment réussi à prendre, pas de doc depuis 2 ans, relativement peu de contributeurs pour quelque chose qui fait du provisioning, donc normalement un peu sensible dans la chaîne de gestion des logiciels quoi. Dommage que ce soit pas encore parti ou que ce soit pas parti tout court. Moi j'espère que ça finira par booster parce que c'est un peu straightforward. Est-ce que c'est pas juste un projet qui a résolu un problème à un moment donné et qui n'avait plus besoin d'évoluer ou un truc comme ça par rapport à ce moment? Parce que je vois qu'il y a que 5 stars, c'est Thales Group, donc ça a l'air d'être un corporate. C'est du fait maison pour la maison. Ouais. C'est possible, mais déjà ça fait quand même plaisir qu'ils aient pris le temps d'open sourcer ça. Ah clairement, ça c'est sympa. Et pour le coup, même si ça répond qu'à un petit problème, avoir un système vraiment léger pour faire un tout petit peu de provisioning en KVM QEMU, c'est pas déconnant. Packer, je l'ai fait, ça a l'air d'être tout un bordel à mettre en place. Si la promesse d'un truc aussi minimaliste et simple et facile est tenue, bah, ça mériterait, je pense, d'avoir un peu plus de visie. Ah, faut demander à Lick Loulou de demander aux bouddhistes de taffer dessus.
Je vais totalement faire ça. Je vais totalement faire ça. Donc en tout cas, approche du problème et projet très cool. Ouais. J'allais pas le faire. Celui-là, j'ai voulu tester il y a pas longtemps. Alors, Zero Day F pour Fun ou Finder, I guess. Zero Day Factory, même pas. Système de Advanced Code Analysis Platform avec de l'IA pour aller trouver des failles dans le code source. Cool. Encore en bêta test, oui. J'ai hâte de pouvoir tester parce que c'est censé pouvoir faire des requêtes. Il y a un proxy qui devrait pouvoir du coup s'auto-inspecter quand les requêtes crashent, le faire passer dans de l'IA et tout. J'ai passé une demi-heure, 1 heure. Le Docker Compose Up ne fonctionne pas. Écoutez, il y a toujours moyen, mais ouais, pour tester un outil, vraiment, le premier workflow pour essayer, il faut que ce soit fonctionnel, il faut qu'il y ait soit une petite démo, soit un visiteur stand. Ouais, voilà. Si, il faut lutter pour commencer à l'essayer, c'est dommage. Mais après, projet très récent. T'as essayé quand? Parce que regarde, il y a Yesterday. Tout à l'heure. J'ai réessayé tout à l'heure. So massive update, fix everything. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Elle est belle. Bah écoutez, je referai des tests. Allez, je me le remets dans la to-do. Je referai des tests histoire de pas. Enfin, le projet a l'air super vendeur, donc je m'étais hypé. Mais ça m'a fait mal de me rendre compte que vraiment juste c'était un one man army, one man project et compliqué. Et aussi, un autre truc qui m'a chagriné, c'est que. Hop là. Ça ressemble à ton logo. Non, dis pas ça, mec. Le crâne, on dirait qu'il a une petite mèche comme ça à la personne dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah. Il a tué tout un peuple. C'est un indice. Je sais pas. Je vois de qui tu parles. Mais... Voilà. À tort peut-être, mais ça m'a fait rire. Enfin, rire. Bref. C'est un bonnet. On fera les suggestions de logo aussi. Ouais. C'est un bonnet. C'est un bonnet. Pour le coup, j'en ai testé un deuxième d'outil qui, pour le coup, lui a été relativement intéressant et a su faire ses preuves. Déjà, Git Clone, Pipix install, Oasis, fin. Et bien sûr, on peut, je sais pas si on peut lui faire utiliser une clé d'API remote, donc c'est un système pour analyser le code source en local a priori. Donc moi j'ai fait un petit Oyama, Serve, Yama et les autres bouts de code les autres langues, les autres modèles dont il suggère. Yama 2, Code Yama, j'ai testé aussi Yama 3, j'avais pas assez de RAM. Bon, j'ai testé cela plus le Nomic Embed pour gérer différents types de ressources en input. Et là où c'est chouette, c'est que, normalement je l'ai gardé, CD T2, c'est des documents, c'est des opt, machin. Ouais. Alors, Executive Summary. Donc je l'ai fait tourner. Bon, déjà sur les fichiers d'exemple pour vérifier si le sanity test fonctionnait. Et ensuite, j'y ai rajouté quelques fichiers. Coucou, porte-plume, petit plugin SPIP, histoire de... Aide France n'a pas trouvé les meilleures trouvailles sur SPIP. En même temps, c'est des plugins qui dépendent beaucoup du contexte. Mais c'est pas tant ça qui... Bonne Easy Wolf. C'est pas tant ça qui m'a régalé. C'est le fait que ça puisse... C'est de l'IA, donc a priori bouffer n'importe quel type de fichier syntaxe, même si c'est du template mal formaté qui respecte aucune syntaxe. Donc pas de problème de parsing, juste ça mange les tokens, fin. Deuxième point cool, c'est que ça trouve quand même des choses relativement intéressantes. Bon, après la manière dont le rapport est fait, le HTML qui pointe vers des PDF, c'est un peu chiant. Yes. Bon. Un grep l'aurait trouvé, mais ça trouve des XSS. Tant mieux. Et sinon... Pareil, je vous montrerai pas si c'était de la grosse zero day, hein, juste ça donne des codes smell. Bon, celui-là est un peu chiant. SQL, je sais pas écrire. SQL, preview function, claque, détail. Hop. Et donc ça a tourné sur un laptop pendant une demi-heure pour scanner tout un plugin. Mais un laptop d'il y a 8 ans. Donc je me dis que sur un truc récent, même avec un modèle un peu dense, ça doit quand même se faire pas trop mal. Et donc il nous dit que oui, on a un charset qui a priori est hardcodé dans le code source, qui gère la connexion et l'interface à la DB. Coup de chance, souvent c'est l'UTF-8, mais s'il y a des DB qui sont pas là-dedans, c'est hardcodé et suffisamment peu dynamique pour que ça puisse être un problème. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ça dans le passé ?
Oui. Est-ce que c'est une vulne qui a des chances d'être avérée, même si cas très particulier? Oui, je pense. Donc voilà, je ferai des tests avec un peu plus de sources, avec des choses peut-être un peu plus standalone qu'un plugin qui a du mal à exister ou à être compris sans son contexte. Mais en tout cas, c'est là, ça existe et ça tourne vraiment pas mal. Vraiment, c'est copier-coller du Git, faire tourner au Yammer local et zou. Donc, faut voir comment on gère les prompts. Ça peut chercher avec plusieurs modèles, plusieurs types de failles. Faudrait faire des prompts en plus. Un peu comme Cursor, ça va essayer de faire des tris de temps en temps pour s'auto-représenter la structure des fichiers, l'arborescence. C'est cool. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais potentiellement ça va être sympa les pentests où on dit vas-y, IA, mange la codebase s'il te plaît. Et après on teste, on vérifie et tout, mais on arrive à l'impact qui, je pense, bon, je sais, on est un peu moins nombreux que tout à l'heure, mais l'article qui, à mon sens, devrait avoir le plus d'impact dans votre vie dans les semaines et mois à venir. Docker, nick ipétable. Docker, nick violemment ipétable. Contexte. J'arrive mardi matin avec les étudiants, toujours à l'ESNA, je leur fais le petit pitch, écoutez, on va faire des labs, l'idée c'est qu'on va faire de la recherche, vous allez casser les trucs, donc essayez de ne pas vous exposer. Si vous avez un lab, vous avez mis admin ou pareil sur autre chose, danger. Bon, du coup je leur explique un petit peu ça, je leur explique qu'on va passer un petit peu de temps au début à mettre un firewall en place, tout le monde fait UFW, install, sauf ceux qui gèrent les choses autrement. En tout cas, tous ceux qui n'étaient pas encore plutôt sur du Ubuntu ou Debian mainstream, on fait ça. Et puis on Docker Compose Up, et j'avais au début demandé à quelqu'un de taper et de me dire tiens, tape sur ma machine, tu vois quoi? Il dit oui, a priori, je te reach. Moi je dis voilà, maintenant on met un firewall comme ça, je sais que j'ai mon app qui est vulnérable, dangereux, mais au moins tu me reaches pas. Je dis refresh, il me dit ouais, je te reach. Je dis quoi? Ouais, je te reach. Non mais attends, j'ai coupé. Ah bah pas grave, j'arrive à parler à tout. Quoi? Eh bien sachez-le, Docker Compose Up ou Docker Run, quand il y a des... Enfin, je vais pas dire quand il y a des... C'est juste par défaut, tant que vous écoutez en port mapping, enfin ports de point, import de point import, donc un port mapping, tant que vous n'avez pas précisé que vous êtes que sur la loopback, la manière dont sont faites les filter chains, donc où vraiment on peut se dire tiens, j'ai fait un UFW, j'ai bien vérifié que dans mon Unified Firewall j'ai rien qui passe, que je suis en sécurité, que j'ai autorisé que des trucs qui n'ont rien à voir. Et ben il se trouve que Docker, il va se mettre dans le pré-routing pour caler sa chaîne. Autrement dit, il passe avant UFW. Donc faut bien dire à Docker d'exposer en 127.0.0.1 2 points le port, 2 points le port, et pas en le port, 2 points le port. Sinon, firewall ou pas, votre lab admin, RCE dans notre tronche. Et j'étais choqué, et apparemment c'est connu depuis longtemps, ça fait régulièrement des dramas, et ça n'a toujours pas bougé parce que j'avais une install à jour. Le savais-tu, chef? Non. Et je suis en train de me demander si... Quoique, en fait, il suffit juste d'avoir... Enfin, il suffit juste, déjà faut le savoir. Et ensuite, faut juste prendre la bonne pratique de partir sur le loopback, quoi. Moi j'ai tendance à tout le temps mettre ça sur la loopback. Il y a sûrement moyen de configurer Docker pour que par défaut il fasse loopback only, mais il y a quand même des moments où on a besoin d'exposer à plus que la loopback, donc c'est chiant. Mais ça va plus loin que ça, donc je savais pas non plus, et je suis bien content qu'ils soient bien intentionnés ces petits gars-là. Et en l'occurrence, il y a pire que ça. Si jamais une machine avait besoin de faire du packet forwarding, que ce soit un serveur sur internet, que ce soit vous pour votre dernier pentest, vous avez fait du responder ou du spoofing ou je sais pas quoi, ou du rerouting, du man in the middle. Si vous avez ça, même si votre Docker est en écoute sur la loopback en 127.0.0.1, même si vous avez UFW activé, on peut parler à votre IP qui va être utilisé comme un routeur pour router dans un sub-network Docker. Autrement dit, si vous avez un flag activé, malgré le firewall, malgré le fait d'exposer aucun port, il y a moyen d'aller taper au socket interne des sub-réseaux Docker qui ont tous des noms complètement devinables, à savoir back-end, front-end, web, cache, Redis, avec des creds, tous par défaut parce que c'est du Docker compose en local, en lab. Ça m'angoisse. Ça fait penser à un SSH d'HD. Ouais, tu te fais popper dans ta machine, si elle route les paquets,
elle expose tout un tas de sous-réseaux derrière toi que tu penses que c'est dans son petit switch cloisonné, mais non, c'est juste vraiment un réseau à part, il n'y a pas de problème pour communiquer avec, tu deviens routeur vis-à-vis de ce réseau interne qui est le réseau interne de Docker Compose. Et tu leur fais passer, mais sans pression par nom de domaine, quoi. Mais est-ce que ça serait pas namespace si tu crées un même Docker Network ou un truc comme ça? Tu changerais pas le pré... Non, même pas. Ce serait namespacé, mais si toi, ta machine elle route et que ta table de pré-routage a conscience de ces Oui, noms de domaine, ouais. ça part. Hein. Ouais. Une angoisse. C'est pourquoi ils m'ont aussi parlé de cet outil, à savoir OpenSnitch. Un petit outil, on peut le apt, on peut le pacman, on peut ce qu'on veut. On le démarre et ça va juste à chaque nouvel outil, nouvelle connexion vers un domaine ou vers une IP, dire il y a ça, on laisse passer, oui, non, yes. Permanent, temporaire, que cette IP, enfin que ce programme ou tous les autres. Enfin, quoi dire, bon, voilà, vous avez l'idée, c'est granulaire, on peut soit whitelister un programme, soit whitelister un domaine, soit whitelister une range d'IP, etc., etc. Et que ça peut être en temporaire comme permanent. Donc, bien pour pouvoir monitorer un peu sa machine parce qu'on a tous un package qui installe un package et le dependency hell on connaît, donc avoir quelque chose qui un peu à la uMatrix pour les extensions browser qui vous dit j'autorise ce script, telle ressource, etc. Il y a moyen de vraiment harden tout en acceptant de rester sur une politique de je laisse passer plein de choses parce que je veux pas tout bloquer par défaut. C'est juste là avec quelques clics, une ou deux heures et un ou deux jours d'utilisation, on finit par laisser, auto fine-tune son propre firewall. C'est très agréable, je l'ai testé un petit peu tout à l'heure. Vous vous en doutez, je l'ai coupé en stream parce que je suis pas suicidaire. Là, il y a déjà suffisamment de logiciels flaky pour vouloir s'en rajouter. N'empêche que ça marche bien. Ça marche bien et ce sera présent dans le rework, la Lubuntu, histoire de rendre ça safe. C'est tout pour moi. Je vais même nous repasser en petit facecam pour le papotage de fin. Que voilà. Tu connaissais OpenSnitch ? Bah non, du tout. Du tout. J'ai Mais ça me entendu parler pensait. d'outils similaires, mais trop pratique en fait. Ouais, mais encore une fois, je suis pas un Linux user, donc même si je connaissais pas, même si je connaissais, moi connaître un outil Linux que tu ne connaîtrais pas, ça serait très bizarre. Ouais. Peut-être. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin, un petit message à passer avant que je fasse le close-up ? Bon, je pense que tout le monde a essayé de nous entendre. Et bah non, sinon, juste peut-être pseudo rebondir sur le truc de Docker. Vérifier juste si plus de. Est-ce que c'est Docker en fait qui amène le problème ou si c'est vraiment l'IPTable parce que t'as d'autres trucs que Docker en fait. C'est Podman, Docker qui a IPTable. Faudrait voir s'il souffre du même problème, vrai. Mais en l'occurrence, c'est l'utilisation de IPTable via Docker où tu peux. Ils disent que tu peux le désactiver, mais ça fait exploser globalement la moitié. Ça fait. Ils disent que tu peux le désactiver, mais à tes risques et périls, et c'est bien mis comme ça dans la doc. Du genre, tu sais qu'il y a tout qui va sûrement exploser instant. Dommage. C'est un peu comme apt remove systemd, quoi. Ouais, donc le mot de la fin, RTFM. Mot de la fin, loopback sinon rien. Et après, il donne comme une indication où il va pousser une route qui bloque tout à la fin des routes Docker. Mais en gros, il déplace son IPTable. Plutôt que de déplacer Docker au bon endroit, parce que si tu fais ça tout pète, il déplace son firewall à la suite de la chaîne Docker. Ouais. Software is broken, always. So are we. We are broken. Allez, sur ce, viewers, vieweuses, encore un merci de venir si nombreux chaque semaine pour écouter nos bêtises, nos trouvailles, nos émerveillements devant ces outils magiques que nous propose l'internet. N'hésitez pas à prendre le temps de mettre un petit like, replay, RT, ce que vous voulez, follow, que ce soit pour Karawan ou Karawazawan. Karawazawan ou Karazawan suivant les réseaux, et ma personne également, petit QR code ici que vous pouvez scanner, histoire d'aller rejoindre le Discord pour parler avec les copains, suggérer des articles. Essayez de faire un petit coup de boost quand on pub, parce que plus on a de monde, plus on a de temps et de motifs aussi pour faire des projets comme ça.
2 ans, hein, 2 ans de stream déjà, going strong. Et voilà, on espère que vous avez bien kiffé. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne By soirée. the way, il est pas trop tard pour vous inscrire à la piscine Oteria X0X41 si vous avez encore des piou-piou, à savoir moins de 27 ans, qui veulent faire de la recherche de failles. Qualif en cours, mais pas terminé. Voilà. Bisous, bonne soirée. Tchou. Ciao, ciao.